Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'avènement des conseils régionaux se dessine déjà au Cameroun après l'adoption de la loi portant répartition des conseillers régionaux. D'aucuns espèrent, à travers leur mise en place, l'accélération de la décentralisation et du développement économique sur le plan local. Cependant, d'autres s'interrogent sur la capacité de ce système de gouvernance publique à impulser une croissance économique inclusive à l'heure des batailles qui se dessinent pour le contrôle des transferts de ressources financières et des transferts de compétences prévus dans le cadre de la mise en place des régions. Quels sont les obstacles à la mise en œuvre d'une réelle décentralisation au Cameroun? Comment concilier l'épanouissement des communes, le bien-être des populations et le rôle régalien de l'État central? Pour analyser et décrypter ces problématiques, je reçois sur ce plateau Nestor Hemlé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en développement territorial. Vous avez été le directeur général de l'organisme public de coopération intercommunale de la Sanaga maritime au Cameroun. Vous avez également dirigé le programme Jeunesse et Coopération ACP Union Européenne. Vous avez mené des études sur les intercommunalités et la décentralisation au Cameroun. Et actuellement, vous dirigez un cabinet spécialisé dans la mobilisation des opportunités de coopération décentralisée en France. Et vous êtes en séjour au Cameroun. Comment aujourd'hui appréciez-vous la mise en œuvre de cette décentralisation plus de 20 ans après l'inscription de ce système de gouvernance publique dans la loi fondamentale? Écoutez, 23 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est finalement pas trop long pour mettre en place un processus aussi lourd et aussi important. La décentralisation se veut, avant d'être mise en œuvre, le gouvernement a porté cette vision et nous arrivons dans une phase d'accélération. Mais l'entrée en vigueur progressive des institutions de la décentralisation, en l'occurrence la région dont vous parliez tout à l'heure, n'est pas arrivée tardivement. Il est toujours important de faire le point et de procéder à une saine évaluation du temps parcouru avant d'aller plus loin. Parce que si la commune camerounaise n'est pas encore viable, et pour les mêmes raisons, la région ne le sera pas non plus. Je crois que le gouvernement qui a la volonté d'aller très loin a raison de le faire. Le peuple camerounais veut la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation, et ils ont obtenu du chef de l'État effectivement qu'elle soit faite. Néanmoins, il faut continuer l'approfondissement du niveau le plus petit de la décentralisation, la viabilisation de la commune. Alors, en évaluant. En parlant de l'état des lieux, concernant la mise en œuvre de la décentralisation, vous suivez les magistrats municipaux qui se plaignent de l'insuffisance des ressources financières transférées aux collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre d'impulser le développement local. Pour eux, c'était le principal enjeu de la mise en œuvre de la décentralisation. 23 ans plus tard, quel est votre diagnostic? Écoutez, la décentralisation obéit à un double principe. Le principe, bien évidemment, de transfert de compétences, mais aussi le principe de la subsidiarité. Parler de la disponibilité financière. L'État et les différents ministères ont fait des efforts importants sur ce point. Le problème de la décentralisation ne peut pas se résumer simplement par l'indisponibilité ou l'insuffisance des ressources financières. Il y a d'autres ressources non financières qu'il faut mobiliser pour mettre en œuvre la décentralisation, sans lesquelles, même s'il y avait plus de ressources financières, la décentralisation ne sera pas effective au Cameroun. Alors, comment appréciez-vous justement ce développement territorial au Cameroun avant la décentralisation, du moins avant la loi fondamentale de 1996 et à l'heure actuelle où cette stratégie gouvernementale a été mise sur pied, à savoir donner davantage des compétences et des ressources financières aux communes pour qu'elles décident elles-mêmes des projets de développement sur le plan local? Comment appréciez-vous l'évolution du Cameroun sur ce plan précis? Écoutez, partons de la loi communale de 1974, la première loi communale. La commune était un démembrement de l'État, une collectivité publique locale.
de 1974 à 1995, date de la première élection municipale pluraliste et démocratique, il y avait moins de ressources financières, mais plus de développement. Entre 1995 et 2018, il y a 4 fois plus de ressources financières et moins de développement. Il faut questionner. Je ne suis pas en train de faire allusion à la distraction de la fortune publique. Je pense qu'il faut questionner l'opportunité des dépenses qui ont été privilégiées pendant la période 95-2018. Quand vous analysez justement ces postes de dépenses destinés aux communes et le budget du Cameroun consacré pour le développement local, quelle est votre analyse? Mais moi, je crois qu'on a privilégié le fonctionnement et on continue à privilégier le fonctionnement. Il y a une formule que j'utilise, l'embourgeoisement institutionnel, la construction des bâtiments et le matériel roulant et beaucoup d'autres investissements de ce type. Moi, je pense qu'il fallait ou qu'il faudrait revenir, marquer une pause et se déporter massivement sur l'investissement social et sur des projets d'équipement collectif. Il faudrait qu'on replace l'humain, on replace la population, le véritable patron au centre du dispositif. Le patron dans cette affaire, ce sont nos administrés et ce sont les citoyens. L'État du Cameroun, le gouvernement camerounais a fait le choix de décentraliser, c'est-à-dire d'associer étroitement la population à la gouvernance, à travers la gouvernance locale, donc pour la gestion des questions, des besoins de proximité. Il faudrait donc s'assurer que cette population, ce patron, se sent concerné. Dans les écoles, il faut réouvrir des infirmeries, il faut rénivaciniser. C'est de la responsabilité des collectivités locales. Elles doivent s'inviter dans les établissements scolaires pour accompagner. Mais elles disent qu'elles ne disposent pas de moyens, ces collectivités locales, ces mairies d'arrondissement. Elles se plaignent de l'arrivée tardive, par exemple, du paquet minimum et d'autres ressources qui sont destinées à assurer le fonctionnement au quotidien. Est-ce que ce n'est pas un tendon d'Achille pour ces communes qui aspirent à améliorer le bien-être des populations? Le maire a vocation à être un catalyseur, et un pédagogue. Il doit mobiliser des ressources sur sa commune. Il faut identifier des ressources bénévoles. Il faut structurer, impulser la structuration des associations de parents d'élèves, des associations d'anciens élèves, et mobiliser bien évidemment des concours dans le cadre de la coopération décentralisée. Il faut être à l'initiative. Toutes ces ressources, notamment le bénévolat. Le bénévolat est une ressource, et une ressource qui ne peut être mobilisée que si il y a exemplarité. Et il faut instaurer un climat de confiance entre les populations et la collectivité pour que toutes ces ressources rentrent dans le tuyau. Additionnées aux ressources financières, nous produirons du développement et nous verrons la transformation territoriale se mettre en œuvre. Sans cela, vous pouvez aligner des milliards. Les disponibilités financières ne se traduisent pas forcément en développement. Ne vous faites pas d'illusions. Qu'est-ce qui explique donc cette disparité entre la présence de cette enveloppe financière un peu plus importante, vous l'avez signalé, entre 98 et entre 95 et 2018, et cette disparité dans le développement local des communes au Cameroun? D'abord, quand je parle de 74-2018, cela veut dire que l'État du Cameroun, qui avait la responsabilité du développement, était beaucoup meilleur développeur que les magistrats municipaux aujourd'hui. Pourquoi? Ben voilà, tout simplement. Déjà, l'État savait faire plus que les communes. Les communes savent faire moins, sans doute aujourd'hui parce qu'il y a un problème de ressources en général, bien sûr, des ressources humaines. C'est un socle important. Les ressources financières, c'est un des aspects, mais qui est mis, moi c'est ce qui me chagrine un peu, qui est mis régulièrement au centre et en exergue. Il y a d'autres ressources qui doivent s'additionner à cela, y compris notamment les économies. Les maires font des acquisitions chacun de son côté,
il y a des économies d'échelle à opérer. Quand on veut faire de l'équipement collectif, quand on veut opérationnaliser, parler du paquet minimum, ainsi de suite, pourquoi ne pas mutualiser, pourquoi ne pas utiliser des centrales d'achat? Le cabinet Interaction que je dirige, que je préside aujourd'hui, a mis en place un certain nombre d'outils pour accompagner les maires et obtenir ces économies d'échelle. Ces économies additionnées aux disponibilités financières vont nous permettre d'accompagner la transformation territoriale. C'est important. Mais il y a une troisième dimension qui n'est pas moins importante, le bénévolat. Bon, maintenant, moi j'ai quelque chose à dire par rapport à l'effort. Le gouvernement a entendu les élus et commence à résoudre le problème, notamment des indemnités des magistrats municipaux. Le Cameroun n'est pas un pays seul dans le monde. Nous devons aller questionner comment ça se passe ailleurs. La France, par exemple, a 36 000 communes. Les 2/3 de ces maires sont des bénévoles. Ce ne sont pas des maires payés. Il faut faire très attention de lier impérativement le financement de la décentralisation à toutes ces charges. Si son financement devient lourd, elle sera inopérante. Voilà, moi je pense qu'il faut... Quand vous faites ce diagnostic, justement, il y a les centimes communaux additionnels qui posent également un problème entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine. Vous savez qu'il en existe 14 au Cameroun et à chaque fois, elles sont à couteau tiré, la communauté urbaine et les communes d'arrondissement, au sujet de la répartition de ces centimes communaux additionnels, dont ils estiment qu'il devrait leur revenir au moins 40% selon un décret du Premier ministre de juillet 2011. Et à chaque fois, ils brandissent cette difficulté d'accès au financement pour justifier leur faible capacité à réaliser des projets de développement local. Bon, les maires sont à l'affût des ressources qui sont mises à leur disposition à travers cette péréquation. Mais les maires doivent également utiliser une partie de leur temps, une partie importante de leur temps, pour asseoir des mécanismes de viabilisation de leur assiette fiscale par d'autres formes de ressources. Moi, je suggère aux maires d'être pro-business sur leur territoire, que chaque maire réalise un fichier du contribuable de son territoire. Et le premier contribuable pour un maire, ce sont notamment les Bayam Selam, ce sont ces corps de métier qui se déploient et qui animent l'économie locale. Et comment vont-elles arriver à optimiser cette collecte des recettes fiscales, cette fiscalité locale, selon vous? Il faut, c'est vrai, réaliser, comme je disais tout à l'heure, ces répertoires. Nous avons fait ça à EDA avec l'accompagnement de la coopération française. Maintenant, prenons l'exemple d'une commune qui a 700 millions de comptes administratifs et qui, grâce au fichier du contribuable, réalise 700 millions supplémentaires, 1,4 million, ce qui fait près d'un milliard, 1,4 milliard. Eh bien, vous avez un niveau de développement avec 700 millions, vous avez 700 millions supplémentaires, on doit pouvoir il faut une lisibilité de l'utilisation des 700 millions supplémentaires. Si vous les mettez sur le reprofilage des routes, on doit pouvoir constater la transformation du réseau routier communal, avec donc auquel ces 700 millions devraient être affectés. Si vous avez 700 millions supplémentaires et le même niveau de développement, il faut questionner effectivement l'efficacité de disponibilité financière. C'est pourquoi je pense qu'il y a un chaînon qui manque. Il faut, c'est vrai, avoir, sans besoin d'ailleurs d'attendre la coopération, un fichier de contribuable. Et d'ailleurs, dès lors que vous avez un fichier de contribuable, nous ne devrons plus parler de l'informel. Il y a un abus de langage quand vous traitez de secteur informel. Tous ceux qui participent de l'économie locale, de l'économie du territoire, ils ne sont plus dans l'informel. Il faut être pro-business, pro-TPE, pro-très petite entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut... moi, je l'ai pratiqué en tant que directeur général de l'OPCI en Sanara-Maritime. J'ai fait créer avec la coopération belge un fonds pour la très petite entreprise. J'ai demandé au maire et l'ambassadeur de Belgique avec moi pour 1 franc que nous mettrons dans ce compte qui était ouvert au Crédit Lyonnais pour les très petites entreprises. La coopération belge s'engageait à mettre 1 franc supplémentaire. Si on mettait 100, il mettait 100. Voilà, être pour TPE, c'est-à-dire c'est de viabiliser l'assiette fiscale
tout en mettant au travail les Camerounais. Vous voulez financer le développement comment? Si les Camerounais sont au chômage, si les entreprises ne sont pas viables, il faut viabiliser la très petite entreprise. Donc, il faut dispenser des prêts d'honneur. Il faut prêter de l'argent aux Camerounais. Et qu'est-ce que la commune gagne en effectuant une telle stratégie? La commune gagne, d'abord, sur le plan social. Ces jeunes qui sont en divagation comme des bêtes sur le territoire des communes, commettant des dégâts, sont mis au travail. Ils sont mis au travail et ils deviennent des contribuables. Ils contribuent à la viabilisation de l'assiette fiscale. Voilà une ressource manquante. Les communes ne seraient pas bloquées en cas d'indisponibilité des CAC dont vous parliez tout à l'heure. Tout cela s'additionne. Il faut mettre plusieurs ressources dans le tuyau. C'est tout un investissement, c'est tout un travail. Nous avons testé cela à moindre échelle, à l'échelle de 9 communes à l'époque, de la Sanaga maritime, avec un accompagnement de la coopération belge. Malheureusement, nous n'étions pas suivis par des politiques. Moi, je suis un expert en développement territorial, je ne suis pas un politique. J'avais proposé une voie et nous n'étions pas suivis. Je me souviens d'ailleurs que certains maires, l'inspecteur général Minja, qui était préfet, peut le témoigner, avait fait des bons à un conseil d'administration en disant « Il veut qu'on donne notre argent aux privés. » Mais il s'agit de vos enfants. Ce ne sont pas des privés. Il s'agit des patrons. Ce sont des administrés. Il s'agit des contribuables de demain. Donc, à coup sûr, vous gagnez en mettant au travail des Camerounais au chômage. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont au chômage et ils sont fatigués. Et vous viabilisez votre assiette fiscale et de façon pérenne. Vous remplissez les conditions d'éligibilité sur d'autres financements internationaux. On regarde tout cela et vous vous mettez au travail. Alors, Nestor Hemley, vous parlez des prêts d'honneur que peuvent octroyer les communes à ces petites entreprises installées sur leur territoire. Comment un tel mécanisme fonctionne? Je l'ai fait. Écoutez, mais c'est une ligne de crédit que vous créez sur votre budget. Vous savez, les préfets, vous savez, l'administration, quand ils ont beau dos, ils ont beau dos. Aucun préfet, moi, je n'ai eu que du contraire. Que du contraire, d'ailleurs, l'administration était beaucoup plus va-t-en-guerre, c'est-à-dire beaucoup plus favorable que les élus sur ces mécanismes que nous mettions en place. Vous créez une ligne consacré à cela, pas seul. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans un système intercommunal. On parle aujourd'hui de la mise en œuvre de l'intercommunalité. La mise en place de la décentralisation, les compétences, notamment l'économie locale, ce sont des compétences obligatoires. C'est-à-dire que ce n'est pas une commodité, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas... non, une fois que les compétences sont transférées, il y a des contraintes juridiques. Le maire a l'obligation de les mettre en œuvre. Mais écoutez, on ne va pas à la commune pour se balader. Si vous ne vous sentez pas, l'allant d'y aller, laissez d'autres y aller. Mais si vous y allez, faites le job. Les magistrats municipaux se plaignent de ce que, justement, l'une de leurs cibles pour collecter ces ressources fiscales, ce sont les marchés. Et il y a toujours cette guéguerre, entre guillemets, entre les communautés urbaines et les mairies pour les contrôles des marchés dans leurs espaces. Comment analysez-vous ce conflit de compétences qui existe et comment sortir d'une telle bataille qui, bien sûr, ne prend pas en compte l'intérêt général des populations? Oui, bon, encore une fois, au risque de me répéter, je dis, bon, c'est une réalité. Vous savez, les communautés urbaines, des habitudes se sont installées. Ce n'est pas facile de se défaire de ce type d'habitude. Maintenant, il y a des moyens très efficaces de mettre dos au mur les grands magistrats municipaux que sont les délégués de gouvernement pour arriver à cela. Démontrer sur vos territoires, aller au retranchement, au bout de l'utilisation des maigres ressources que vous avez, aller au retranchement, au bout de la mobilisation des autres ressources que vous avez et levez les mains. Prenez à témoin, invitez, impliquer vos populations. Vous venez de dire, je suis en mission au Cameroun. Très symboliquement, j'ai accepté de faire cette mission parce que j'ai été mobilisé par une association d'anciens élèves du lycée du Limakon, le lycée du Manengumba, l'un des lycées emblématiques comme il y en a dans les 10 régions du Cameroun. Des anciens élèves qui sont médecins, pharmaciens, enseignants à leur tour, au Cameroun et à l'étranger, se sont organisés en réseau et veulent garder une relation privilégiée avec leur établissement
d'origine. Eh bien, nous les accompagnons dans ce processus. L'école n'existe pas en dehors de la localité, elle est au cœur de la cité. Et donc, en faisant ce travail autour de cet établissement d'enseignement, ils ont choisi d'être aux côtés des collectivités dans la mise en œuvre du paquet minimum, qui est l'une des compétences décentralisées, d'une des compétences transférées. À mon avis, cette mise en œuvre ne se fait pas comme cela se voudrait. Je vais vous donner... Pour vous, quelles sont les failles que vous avez observées justement sur, par exemple, le paquet minimum. Très concrètement, voilà comment ça se passe. Le maire reçoit un carton, traduit ce carton par des achats, s'insère, sans problème, et distribue, effectivement, suivant le nombre des établissements sur sa commune. Voilà, du matériel à l'année prochaine. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit, au niveau communal, de concevoir une politique éducative locale. C'est-à-dire que si le maire a une vision pro-jeune en milieu scolaire, il est juge de l'opportunité de la dépense. Il va prendre sur d'autres lignes et mettre sur la ligne du soutien ou de l'accompagnement des établissements d'enseignement plus d'argent. C'est-à-dire qu'il va utiliser le million qu'il reçoit du gouvernement dans le cadre donc du transfert des ressources et qu'il additionnera avec des ressources propres de la commune. Ce n'est pas interdit. C'est lui. Il a été élu, il a fait campagne, il fait un plan de campagne et il a tout à fait le droit de dire, moi, sur ma commune, la jeunesse est prioritaire. La jeunesse en milieu scolaire, parce que les jeunes en milieu scolaire, c'est parmi eux que se recruteront les décideurs, les dirigeants du Cameroun de demain. Eh bien, nous allons, nous, porter nos meilleures attentions sur eux. À partir de ce moment, il n'aura pas qu'un million, il aura le million du gouvernement et 2 millions de sa propre commune. Là-dessus, quand vous gérez, quand vous gouvernez, vous savez, on parlait tout à l'heure de la progressivité, de la mise en œuvre des structures de la décentralisation, notamment le retard de la mise en œuvre de la région. J'ai eu la chance de parler de ces questions avec l'un des ministres ayant eu parmi ses compétences la décentralisation dans le pays, c'était le vice-premier ministre Gilbert André Tchungé. Et il m'avait confié que nous connaissons notre nature et que le contrôle, je veux dire, les préoccupations par rapport notamment, quand on parle de la protection de la fortune publique, ne voyez pas toujours à travers cela les problèmes de distraction des ressources. Il y a aussi, je veux dire, qu'il faut effectivement éviter des aventures. On parlait tout à l'heure de l'écrasante du poids, par exemple, du fonctionnement. Et donc, les préfets, moi j'ai travaillé avec beaucoup de préfets, la moitié des gouverneurs de ce pays. Justement, et aujourd'hui, le gouvernement envisage de mettre sur pied ces conseils régionaux. À l'heure actuelle, il existe également les délégués du gouvernement. Il y a des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs toujours impliqués dans le développement de la région et les communes. Est-ce que toute cette architecture institutionnelle est de nature à impulser ce développement économique ou alors peut alourdir la machine ? Bon, pour moi, c'est vraiment un faux problème. C'est-à-dire, de toute façon, le fait que l'État lève le pied ne veut pas dire qu'il ne faudra pas d'État. On a besoin d'État, mais on a besoin d'État là où l'État a vocation à être. On n'a pas besoin d'État là où l'État ne doit pas, je veux dire, n'est pas efficace. La proximité, l'État a concédé aux populations de s'organiser à travers des élections et de participer à la gouvernance sur le plan local. On ne reviendra pas là-dessus. Le problème, c'est le sentiment. Mais qui va être corrigé. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est à la manœuvre et probablement il y aura une fonction publique territoriale très prochainement et beaucoup d'autres mesures qui sont prises vont aider les maires à atteindre des objectifs, mais les maires doivent grignoter du terrain dans cette affaire. Je vais vous prendre un exemple d'une situation qui n'a rien à voir avec tout cela. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux très récemment que le gouvernement français avait décidé d'augmenter les frais d'inscription dans les universités françaises. Bon, mais il y a eu un tollé énorme venant de ce qu'on appelle des tiers-mondistes, c'est-à-dire des chercheurs français pro-tiers-monde, pro-pays pauvres, entre guillemets. Alors, moi, j'ai fait un bond en me disant, on vous donne un espace pour mutualiser nos institutions d'enseignement, en disant, très bien, nous prenons acte de ce que nos moyens ne nous permettront plus d'aller former nos élites dans les universités françaises, mais nous allons mutualiser. Moi, j'ai été enseignant
invité pendant plusieurs années au centre de formation pour l'administration municipale. C'est une très belle école, c'est une très grande école. Et nous y avons reçu des Gabonais. Et pourquoi ne pas mettre cette école à la disposition de toute l'Afrique centrale et faire en sorte qu'un autre secteur se fasse dans tel autre pays? On pourrait faire cela dans Vous évoquez là l'enjeu de la formation de la ressource humaine qui doit être impliquée dans la gestion des communes et ce développement local. Quels moyens faut-il investir dans ce domaine spécifique au moment où les communes souffrent de cette insuffisance de ressources humaines qualifiées? Oui, il faut bien évidemment, c'est un socle. Vous ne pouvez rien transformer si les ressources humaines ne sont pas mobilisées. Il y a plusieurs façons, y compris de contourner la difficulté financière. Vous savez, nous avons fait des travaux en ayant recours au stage d'application. Vous savez, il y a des gens, des médecins qui sont diplômants, qui sont des infirmiers. Vous avez des ingénieurs de travaux qui ont besoin de stages d'application sur le terrain pour valider leur diplôme. C'est une ressource. Il faut la mobiliser. Vous avez aussi des ressources bénévoles dont je parlais tout à l'heure. Dans tous ces pays, ne vous faites pas d'illusions. Ce sont des ressources qui sont mises en œuvre, en place, qui s'additionnent avec les autres ressources financières. Une autre plainte des magistrats municipaux contre le gouvernement, c'est la mainmise de l'État central sur la plupart des domaines d'activité socio-économiques. La mairie se plaint de ne pas être impliquée dans les projets structurants qui sont réalisés sur son territoire. Vous avez vu par exemple dans la ville de Douala, il y a de nombreux projets structurants en cours et les communes se plaignent d'être simplement informées du projet déjà conçu depuis Yaoundé. Comment changer ces paradigmes afin d'impulser ce développement local? Bon, mais moi je vais vous prendre un autre exemple qui est vraiment beaucoup plus parlant. Je vous prends l'exemple du département de l'Océan, où un grand projet a été réalisé, le port en eau profonde de Kribi, et où un syndicat des communes existe. Les maires de cette commune, m'ont invité, j'ai rendu visite au maire de ce département, voulaient notamment mettre en place un mécanisme de bitumage des routes communales tout autour, mais voulaient une démarche territoire beaucoup plus intégrée pour que le port en eau profonde ne soit pas un bijou qu'on regarde de loin et qui embrase, y compris en termes d'emploi des populations, et qui induit du développement local. Mais c'est une démarche, c'est-à-dire que les maires doivent s'inviter. N'attendez pas, ils attendent que le gouvernement les invite. Si vous engagez une démarche, par exemple, de mise en œuvre d'un fichier de contribuables au sein notamment des corps de métier, venez avec des dossiers. Vous voulez des responsabilités nouvelles, vous n'arrivez pas à opérationnaliser des responsabilités anciennes. Non, mais soyons sérieux. Faites cela, prouvez que vous êtes capable de faire. On n'accède pas au premier étage sans rez-de-chaussée. Commençons déjà à être au clair avec un rez-de-chaussée et avec le gouvernement. Il n'y a pas... Pour quelle raison? Mais le gouvernement est fait de... Ce sont des Camerounais. C'est le gouvernement du Cameroun. Ils vous accompagnent, ils vous donneront, ils vous feront de la place. Vous prendrez de la place, il n'y a pas de problème. Merci Nestor Emlé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je précise que vous êtes expert en développement territorial. Vous avez dirigé l'organisme public de coopération intercommunale de la Sénégal-Maritime au Cameroun dans les années 90. Vous avez également accompagné le gouvernement et travaillé sur l'intercommunalité et la décentralisation. Et vous dirigez un cabinet spécialisé sur les questions de décentralisation et de développement territorial. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.